Si ça te va, Mathieu, Allez, route. let's go. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Sofiane. Je suis account manager au sein de The Edge dans l'équipe province. Je m'occupe des établissements en région, en France métropolitaine, mais aussi en Afrique du Nord, dans les pays francophones. Et je suis surtout accompagné aujourd'hui avec Mathieu, cofondateur de la solution LoungeUp by The Edge maintenant depuis quelques mois. Merci Mathieu d'être avec nous ce matin. Je te laisse te présenter, ça va être plus simple. Oui, oui, merci Sofiane. Donc Mathieu Paulet, je suis effectivement un des deux fondateurs de cette société qui s'appelle LoungeUp et qui a intégré le groupe The Edge il y a un peu plus d'un an. Voilà, et on est toujours très content de ce rapprochement. On travaille beaucoup ensemble. On va essayer de vous montrer aujourd'hui des nouveautés qui ont été développées suite à ce rapprochement et des intégrations entre nos solutions. Parfait, merci Mathieu. On va pouvoir commencer, je pense. On va passer sur les premières slides. Donc vous connaissez plus ou moins tous The Edge aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est donc le but de nos outils technologiques. La finalité, c'est de simplifier l'hospitalité. Comment et pourquoi? C'est de se dire, nous, on va s'occuper de la partie tech, qui est un peu fastidieuse et par moments un petit peu complexe, pour que vous puissiez effectivement, vous, en tant qu'hôtelier et hôtelière, vous focaliser sur les opérations. Donc effectivement, pour ça, on a une suite de solutions, un ensemble de produits qu'on est capable de mettre à disposition et qu'on va vous présenter un petit peu très brièvement aujourd'hui. Et on va surtout se focaliser sur la partie fidélisation. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous avez du coup, comme vous avez sûrement l'habitude sur l'ensemble des webinars, la possibilité de nous poser directement des questions, du coup, pour qu'on puisse y répondre, soit de vive voix avec Mathieu ou sinon on pourrait y répondre dans un second temps par email. On prendra le temps nécessaire à la fin du webinar. Vous pouvez également réagir avec des petits commentaires tout le long du webinar. On insiste avec Mathieu, le but, effectivement, c'est vraiment de partager un moment, que ça soit interactif et non pas un simple monologue. Je n'hésiterai pas à poser des questions à Mathieu parce que moi, je suis convaincu aujourd'hui de la solution LoungeUp. Ça fait 1 an qu'ils ont intégré la suite The Edge et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger. Je l'ai dit à Mathieu en off, je le dis souvent aux équipes et franchement, c'est juste top, que ça soit en interne ou en externe, les équipes sont absolument géniales. Quand c'est pas bien, on le dit souvent, Mathieu, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous et les équipes. C'est sympa, merci. Du coup, pour parler un petit peu business et ce qu'on fait chez The Edge, clairement, il y a 4 étapes que vous voyez sur votre écran. Donc, la partie découverte, pré-séjour, séjour et post-séjour. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, The Edge intervient sur chaque étape. Le but étant effectivement de se dire, j'ai besoin de générer du trafic, que ça soit sur mon site internet ou via les OTA. Derrière, avoir effectivement un site inspirant pour pouvoir convertir et vendre en direct. Faire des réservations en direct ou indirect, parce que oui, il faut vendre en direct, mais oui, il faut aussi vendre de manière indirecte et avoir une distribution qui est diversifiée et non pas avoir tous ses œufs dans un seul et même panier. Le paiement, la garantie, on pourra y songer dans un second temps et en parler, il n'y a pas de problème. Et ensuite, effectivement, la partie confirmation, upselling, paiement d'extra et pré-check-in, c'est là où intervient la partie LoungeUp et Mathieu en parlera bien comme il faut dans un second temps. La partie séjour, effectivement, on intervient sur le message de bienvenue, le guide du séjour, le check-out, le room directory en ligne et ainsi de suite. Et enfin, donc en post-séjour, et ça va être la clé de voûte et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler donc du message de remerciement, les campagnes marketing, mais aussi les offres personnalisées pour fidéliser, pour gérer votre satisfaction client et du coup avoir un outil factuel, concret, créé par des hôteliers, pour des hôteliers et adapté à notre secteur. Mathieu, je te laisse la parole. Juste pour compléter Ouais. ce petit serpentin, en fait, peu importe tous les petits points qu'on voit, ce ne sont que des exemples ici. La force de la technologie, et du moins quand elle est bien faite, c'est de faire en sorte que toutes ces étapes soient personnalisées
au contexte, au type d'établissement, mais aussi et surtout aux clients qui envisagent de réserver, qui réservent et qui séjournent. Et donc tout le sujet derrière tout ça, c'est la maîtrise de la donnée pour assurer la personnalisation. Vous allez m'entendre le dire plusieurs fois, je pense. Une autre manière de représenter ça, c'est, vous voyez, toujours ces quatre étapes dont parlait Sofiane. En fait, à chacune de ces étapes, il y a des challenges, comme on dit, et des opportunités. Et The Edge a une solution à proposer pour tirer parti de ces opportunités. Euh, Quand on cherche un hôtel, ben on papillonne un peu sur plusieurs sites, entre 4 et 12, d'après les dernières études qu'on a pu faire. Donc tout l'enjeu, ça va être d'attraper le client et à un moment de le, de le, de le, de le faire venir dans un environnement de confiance. Mais attraper le client, ça veut dire être positionné un peu partout où le client peut aller chercher et surtout proposer un tarif qui soit le plus pertinent. Euh, la confiance, c'est ce fait de se dire, bon, je sens que dans cet hôtel, tout va bien se passer, ça correspond à mes besoins. Et là, le site web est clé, bien évidemment. Euh, c'est bien joli d'avoir un beau site web, mais il faut qu'il convertisse, comme on dit. Et donc là, bah, c'est à la fois des outils, c'est une qualité de contenu, etc. Ce sont des outils, moteurs de réservation, solutions de paiement qui vont contribuer à maximiser la conversion. Et la partie de paiement en particulier est super importante. Là-dessus aussi, The a une solution. Et puis, pour faire la transition maintenant, bah, une fois que le client a réservé, c'est super, mais tout l'enjeu maintenant, c'est qu'il soit satisfait, qu'il profite de son séjour au maximum et cerise sur le gâteau, qu'ils reviennent. Et donc, c'est ce que nous proposons avec la solution CRM qui est issue de la société LongJump. Il y a un truc aussi que Diage fait bien, au-delà de tous ces outils, c'est des rapports. Donc, je vous encourage vivement, on vous enverra le lien tout à l'heure, mais si vous pouvez rapidement avec votre téléphone prendre ce QR code pour télécharger un rapport qui est produit tous les ans avec une analyse sur les coûts de la distribution. Et j'en profite pour faire un peu la transition sur les sujets de la fidélité. Mais ce rapport est hyper intéressant et assez exhaustif sur la distribution en Europe. Et c'est basé sur plusieurs milliers, je crois qu'il y a 5000 hôtels, quelque chose comme ça, qui ont servi avec des données évidemment, mais à bâtir ce rapport et ces analyses. Donc je vous encourage vivement à lire ce document qui est vraiment très, très pertinent. Et donc là, ça me permet, on parle de distribution et ça me permet de basculer sur le sujet dont Sofiane m'a demandé de parler, qui est fidéliser ses clients. Et euh, comment maximiser la fidélisation. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, je voudrais quand même on se pose une question, c'est à quoi ça sert de fidéliser ses clients? Bon, les gens qui disent il faut fidéliser les clients, ben en fait, pourquoi? Et alors, bon, il y a quand même quelque chose qu'on a, je pense, à peu près tous appris à l'école, c'est que, et il y a des grandes écoles comme Harvard qui ont fait des études très sérieuses sur le sujet, euh, acquérir un client coûte beaucoup plus cher que garder un client existant. Et alors le beaucoup plus cher, ça peut varier entre 5 et 25 fois d'après Harvard. Toutes les études sont à peu près concordantes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans notre industrie. Et c'est là où le rapport dont je parlais il y a une seconde est intéressant. Euh, Acquérir un client par des intermédiaires, des agences de voyage, des agences de voyage en ligne, ça coûte allez, entre 15 et 30 du coût de la réservation qui va être reversé à ces intermédiaires qui ont amené des clients. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si les clients réservent en direct, il y a deux cas de figure. C'est ça qui est bien décrit dans le document. Il y a le cas de figure où on a dû faire de la publicité pour attirer l'attention du client afin qu'il vienne sur le site et ensuite le convertir sur le site. Là, si les choses sont bien faites avec des bons outils, le coût d'acquisition, il est de l'ordre de 7% ou 7,5%. Et si, scénario idéal, le client vient tout seul sur le site et réserve sur le site, là, le coût est pas zéro, mais quasi, puisque c'est de 1,7%. Grosso modo, c'est des frais bancaires.
Et donc, on se rend bien compte que le scénario idéal, c'est le client qui vient directement sur le site. Et donc, un client fidèle qui revient dans l'hôtel ou qui revient dans un hôtel du groupe, il est justement dans cette équipe des gens qui ne coûtent que 1,7%. Donc 1,7% de coût d'acquisition d'un client qui re-réserve, à comparer aux 20% ou 25% de frais de commission qu'on paye aux intermédiaires, on retrouve ce rapport de 1 à 10 entre le coût d'acquisition et le coût d'acquisition d'un nouveau client et le coût de rétention d'un client. Donc c'est pas c'est game changer comme on dit en anglais, c'est significatif les économies qui peuvent être faites. Ça c'est Et ouais. Mathieu, du coup, il y avait aussi la partie coût d'acquisition, mais il y a aussi la notion de prix moyen et d'annulation, du Eh coup. ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, merci de me le rappeler, oui, donc ça coûte moins cher d'avoir un client fidèle, d'avoir des clients fidèles que des nouveaux clients tous les jours, première chose. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les clients fidèles, ils ont d'autres vertus. Les clients fidèles ont tendance à consommer un peu plus. Et donc le revenu moyen par client fidèle est plus élevé que le revenu moyen d'un nouveau client. Les clients fidèles ont une autre qualité pour les revenus managers, c'est qu'ils réservent plutôt, en moyenne, hein, toujours, ils réservent plutôt que les clients qui viennent pour la première fois. Et donc ça, c'est idéal pour le revenu manager parce qu'il se crée son petit coussin de remplissage. Il y a d'autres choses qui montrent que, d'autres études qui montrent que les clients fidèles, ils annulent moins, et s'ils annulent, ils annulent plus tôt. Et autre chose super importante, c'est que le client fidèle fait 80% de moins de no-show qu'un client lambda. Et le no-show, c'est le pire hein, pour le revenu manager parce que c'est vraiment une chambre qu'on pourra pas vendre. Et dernière chose, les clients fidèles, normalement, ce sont aussi des ambassadeurs. Donc, pour résumer, avoir des clients fidèles, c'est quand même la clé pour avoir une rentabilité maximum parce que d'un côté, ils coûtent moins cher et de l'autre, ils ont toutes ces vertus que je viens de lister. Voilà, donc avoir des clients fidèles, c'est un peu confirmé par tous ces chiffres que c'est optimal dans la gestion de son établissement. La question maintenant, c'est comment on fait pour avoir des clients fidèles et pour fidéliser les clients. Alors j'ai deux mauvaises nouvelles. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'une stratégie long terme. Donc, il ne faut pas se dire j'achète une solution et dès demain j'aurai des clients fidèles. Par contre, si j'attends à m'équiper, à mettre en place une stratégie, c'est pas qu'une solution, c'est une stratégie, je retarde ce moment. Par ailleurs, les solutions qu'on peut mettre en place, elles peuvent générer d'autres bénéfices à très court terme. Si tu me permets, Mathieu, pareil, juste une petite question. Je sais souvent les hôtels nous demandent des exemples concrets de est-ce que ça fonctionne réellement? Et je sais que effectivement, vous avez un certain nombre de cas d'usage à travers le site qui démontrent et des retours d'expérience d'hôteliers avec des résultats concrets. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Je vais essayer de donner quelques exemples maintenant dans les petites, dans la suite de la présentation. Mais l'autre chose, c'est que tous les hôtels ne sont pas égaux devant la fidélisation. C'est-à-dire que quand on a un hôtel en milieu urbain à Lyon, Paris, Marseille, là, la capacité à avoir des clients qui viennent plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois, voire toutes les semaines, est beaucoup plus important que si on a un hôtel qui est à la montagne ou qui est dans une station balnéaire. Donc là, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas un chiffre qui dit voilà le bon niveau de fidélisation. C'est quand même très variable par rapport à son existant, à son établissement et à son produit. Ce que je peux dire, c'est qu'on a des hôtels en ville, et à Paris par exemple, mais aussi dans certaines autres grosses métropoles, où on a 25 à 35% de leur clientèle qui sont en fait des clients qui viennent plusieurs fois par an. Et là, c'est des hôtels qui ont fait un travail de fond sur la qualité de service, sur des dispositifs pour inciter les clients à revenir, sur une marque, etc. Et tout ça mis bout à bout fait qu'en fait, ils ont diminué drastiquement leur coût d'acquisition grâce à une partie de ces clients qui reviennent en direct régulièrement. Mais c'est ça tout. Alors, ouais, l'autre chose aussi qu'on voulait dire, c'est que ce sujet-là, c'est pas nouveau qu'on parle de fidélisation.
Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est devenu la priorité principale de tous les professionnels de l'industrie. Donc, vous voyez, 80% des professionnels disent que c'est leur projet principal pour 2024. Donc, il y a un changement un peu d'état d'esprit là-dessus. Et quand on voit les coûts d'acquisition qui ne baissent pas en tous les cas, mais qui potentiellement vont continuer à augmenter avec la diversification des canaux, avec les IA, etc., ça devient de plus en plus important. Donc tout l'enjeu, c'est maintenant voir comment on fait pour mettre en place cette stratégie de fidélisation. Et c'est là qu'intervient ce type d'outil qu'on appelle les CRM. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Oui, on commence à ne plus dire LandJup et à parler de The-Edge CRM, qui est issu du rachat de LandJup il y a un an. Donc l'offre, ce que je vais vous montrer là, c'est la solution que propose The-Edge maintenant. Euh, et pour schématiser, un CRM, vous savez, c'est pas juste un outil pour gérer les données. Un CRM, c'est pas juste un outil pour envoyer des newsletters. En fait, un CRM, comme son nom l'indique, c'est une solution pour gérer la relation client. Donc la donnée est très importante, mais toutes les interactions clients sont aussi partie intégrante d'une solution CRM. Donc ce que nous proposons maintenant, c'est une solution qui va prendre les données clients, qui va les centraliser, les nettoyer, les structurer, les enrichir, c'est ce qu'on voit à gauche. Et grâce à ces données bien propres, bien structurées, bien dédoublonnées, on va pouvoir interagir avec les clients de manière ultra personnalisée, de différentes manières, hein, donc avec de la messagerie, avec des applications, on va pouvoir gérer les commandes et les demandes clients, faire le check-in, mettre un programme de fidélité. Mais en fait, un CRM, c'est tout ça. C'est pas juste un outil pour la donnée ou juste un outil pour envoyer des newsletters, c'est tout un dispositif qui va permettre sur le long terme de fidéliser la clientèle parce on la connaît. Et les bénéfices, c'est à la fois de gérer des revenus additionnels, et ça c'est du très court terme. Fidéliser les clients, c'est ce dont on parlait, le nerf de la guerre. Et puis il y a des effets de bord qui ne sont pas désagréables. C'est qu'en mettant en place ce genre d'outils, on va permettre aux équipes de gagner du temps et puis évidemment de satisfaire les clients et donc d'améliorer la réputation de l'établissement. Et ça aussi, c'est un effet vertueux sur votre prix moyen, etc. Mathieu, juste à propos de la Ouais. satisfaction client, est-ce qu'on peut insister sur l'e-réputation un petit peu et l'impact qu'un 0,1 point de marge sur l'évaluation d'un Google ou d'un Booking ou sur Expedia, l'impact que ça peut avoir sur les ventes et potentiellement sur le chiffre d'affaires global de l'établissement? Et là, on parle Alors, de la... il y a une étude, ouais, bon, il y a 2 jours, il y a une étude très sérieuse qui avait été faite par l'université de Cornell qui disait que un point de satisfaction en plus, c'était un point de revenu, de coût, de prix moyen en plus. Donc il y a une corrélation directe. Mais je pense que c'est du bon sens. Et, je veux dire, si on sort un tout petit peu de l'hôtellerie, quand on hésite entre 2 restaurants, bah, entre celui à 4,5 et à 4,7, au même endroit et un niveau de prix à peu près équivalent, on va aller vers le 4,7. Donc en fait, je veux dire, c'est pas non plus pas besoin de faire des études très poussées pour comprendre ce genre de choses. Et donc c'est 0,1 point qu'on va aller gratter à force de travailler les clients et de demander aux clients de laisser un avis. Ça va augmenter la demande et donc ça vous laissera libre de faire monter vos prix. Allez, si vous voulez, je rentre un peu dans le sujet avec des exemples d'écran et de choses très concrètes. Donc la première chose, j'ai dit, si on veut fidéliser les clients, il faut les connaître. Et donc pour les connaître, ça veut dire qu'il faut se créer une base de données clients qui soit unifiée, dédoublonnée et qui soit enrichie pour savoir à qui on parle. Donc, voilà un exemple d'écran. Vous voyez, cet écran-là, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas derrière, c'est tout le travail qui est fait automatiquement par des algorithmes pour prendre les données des PMS et pour aller les nettoyer, pour aller les enrichir. Donc, par exemple, Fabien, il est français, donc on a ajouté que c'était un homme. Ça, c'est intéressant parce que le fait que ce soit un homme, ça peut engendrer certaines choses. On va voir que ce Fabien, il a dormi 4 fois dans les hôtels du groupe.
Une fois, vous voyez ici, à l'hôtel, enfin 2 fois à l'hôtel de la Côte, il a une réservation confirmée, une fois au Sunset, où il est actuellement, et une fois au Parisian Hub. Ce sont des hôtels fictifs, c'est juste pour la présentation, mais peut-être bien que ces 3 hôtels du groupe utilisent 3 PMS, peu importe, les données ont été normalisées avant d'être enregistrées dans la base de données. Et donc, en fait, peu importe la source de données, une fois dans le système, toutes les données sont pareilles. Les numéros de téléphone sont structurés, les adresses e-mail sont aussi priorisées. Chose très importante, potentiellement une fiche client contient plusieurs adresses e-mail. L'adresse email perso et professionnelle, l'adresse email que l'hôtier a bien voulu nous laisser. C'est pas grave, une fiche client peut exister avec 3 adresses email, contrairement à des outils un peu génériques qui sont pas pensés pour l'hôtellerie, où en fait on a une adresse, enfin on a une fiche client par adresse email. Et donc, c'est comme ça qu'on se crée des bases de données plein de doublons. Donc, avec cette approche, on arrive à avoir une fiche client avec autant d'adresses email que nécessaire. Dans certains cas, d'ailleurs, on n'a pas d'adresse email du tout, mais on a un numéro de téléphone où on a juste un nom, mais en cours du séjour, on va se débrouiller pour aller récupérer les informations qui manquent. Voilà donc rapidement une fiche client bien propre. Je vous passe les détails, mais derrière chaque donnée, on a l'histoire de la donnée, on sait qui l'a mise à jour et quand, et à tout moment, on est capable de reconstruire l'histoire de cette fiche client unique. Et toutes ces données qu'on voit, en fait, ce sont autant de critères de recherche. Donc ça veut dire que en quelques clics, je peux faire une recherche en disant, voilà, je cherche tous les clients qui répondent à ces critères avec des et des ou, et ça va me donner une liste instantanément. Donc je suis content, j'ai une belle liste. Là, je peux l'imprimer, je peux l'exporter, etc. Mais le plus important dans cette affaire, c'est qu'en fait, ma liste, je suis capable enfin mes critères de recherche plutôt, je suis capable de les enregistrer et de me dire, bah, en fait, je voudrais revoir cette liste de clients et voir comment cette liste de clients évolue. Donc, je me crée une vue sur ma base de données et cette vue sur ma base de données qui est dynamique, on appelle ça un segment. Et donc, je reviens en arrière, mais vous voyez que quand j'ouvre ma fiche client, je vois instantanément et de manière automatique, enfin dynamique, tous les segments auxquels ce client appartient. Et les segments peuvent avoir été définis par le siège du groupe ou par l'hôtel, peu importe, en fonction de la couleur, je sais si c'est un segment groupe ou un segment hôtel, peu importe, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais donc, vous voyez, c'est très important quand j'ouvre une fiche client, d'un coup d'œil, ou quand j'ouvre une liste des arrivées, d'un coup d'œil, je vois à quelle catégorie de clients cette personne appartient et ça va me permettre d'automatiser certaines choses ou juste moi en réception de m'adapter à l'accueil de ce client. Ça, c'est ce que nous appelons les segments. Dans un CRM comme le nôtre, on propose aussi un peu de visualisation, de graphique pour essayer de faire comprendre de manière très simple, très intelligible, les grandes caractéristiques de ces segments de clientèle. Donc, vous voyez, j'ai une pyramide des âges, j'ai les nationalités, j'ai le fait qu'il y ait des adresses email, le type d'adresse email, etc. Et ça, je peux l'avoir segment par segment, ce qui me permet de savoir à qui j'ai affaire et donc d'affiner ma stratégie derrière. Est-ce que ça va tout ça? Pour l'instant, pas de questions, Mathieu. Tout a l'air assez clair, donc on peut continuer. Allez, je continue alors. Donc j'ai maintenant ces données bien propres, bien nettoyées, qui ont été enrichies par toutes sortes d'algorithmes et d'intelligence artificielle et de choses comme ça. Je ne rentre pas dans tous les détails. À la fin, on essaie de faire en sorte que ce soit simple à l'usage. Et maintenant qu'on a les données bien propres, on va pouvoir commencer à personnaliser le parcours client. Et donc, par exemple, ce ne sont que des exemples ici, on va pouvoir envoyer des messages aux clients qui vont être légèrement adaptés automatiquement en fonction du client à qui on a affaire. Donc, par exemple, ici, cette Madame Turpin, elle est déjà venue à l'hôtel, donc, et elle vient même souvent, donc on lui dit, nous avons hâte de vous revoir, Madame Turpin. Et on lui dit, vous connaissez déjà les étapes pour l'enregistrement en ligne, donc ça va aller très vite. Avec un bouton, on appelle un call to action, qui va amener vers une autre action. On peut aussi dire,
ou se rendre compte que le client n'a pas répondu au message ou n'a même pas ouvert le message. Alors ça peut éventuellement déclencher l'envoi d'un WhatsApp ou l'envoi d'un SMS. Donc en fait, ces messages, ils sont vraiment personnalisés à l'hôtel, à la charte graphique de l'hôtel, etc., mais aussi au client et à ce qu'on sait sur le client et sur sa réservation et son historique dans l'hôtel ou dans le groupe, mais aussi aux actions du client. Donc on peut vraiment faire en sorte que potentiellement, chaque client ait une expérience légèrement différente et du contenu qui soit différent. Évidemment, un client qui a réservé, un Américain qui a réservé pour dans 6 mois, il ne va pas avoir les mêmes attentes qu'un client, cette Madame Turpin qui vient toutes les semaines, des gens qui viennent en semaine pour une nuit, des gens qui viennent passer la semaine, dont le week-end en famille. Bah, tout ça doit amener à des informations différentes et c'est toutes ces finesses-là qu'on arrive à automatiser pour aller à la fois satisfaire les clients, les engager dans ce dont on a envie ce vers quoi on a envie de les engager et faire gagner du temps aux équipes. Donc voilà un des messages personnalisés. L'idée, c'est que les gens cliquent. Et donc, par exemple, et je continue sur ce parcours client un peu en accéléré, le client clique sur «Je fais mon check-in». Et là, on va l'emmener sur cette préparation de l'arrivée où on va mixer, et ça, je pense que c'est important de réfléchir comme ça, on va mixer... Non, pardon, il y a une chose super importante que j'ai oublié de vous dire. Quand on envoie un client avant qu'il n'arrive, ce qu'on appelle les emails pré-séjour. Le taux d'ouverture, il oscille entre 65 et 85 %. D'accord? Donc, c'est énorme par rapport à quand on envoie une newsletter, où on est plutôt dans les 30-40 %. Là, on a quasiment tous les clients qui vont lire le message que vous envoyez. Ce qui est normal, on leur écrit sur leur séjour, ils s'inquiètent peut-être un petit peu. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, c'est une super opportunité, mais on a aussi un devoir de bien faire. On prend un peu d'attention du client. Euh, il faut donc être pertinent et pas l'importuner. Donc c'est là à nouveau que c'est important que ces messages soient très personnalisés et que les choses sur lesquelles on les emmène derrière soient très simples à réaliser. Donc là, dans mon exemple, le client clique sur check-in et il va arriver sur quelques écrans. Ce ne sont que des exemples ici. À nouveau, ces écrans sont personnalisés à chaque établissement, chaque groupe, etc. Et on a complètement la main pour faire varier ces écrans. Vous voyez que sur ces écrans, bah là, on va se créer l'opportunité d'aller capturer des informations complémentaires. Bien sûr, l'adresse email du client, en particulier si le client est réservé par un canal indirect. On va poser des questions très opérationnelles. À quelle heure vous comptez arriver? Euh, Évidemment, on va proposer là de manière personnalisée des prestations additionnelles. Si le client dit bah, je viens en train, en avion, eh ben, on va lui proposer un transfert aéroport. Si le client dit j'arrive à 8 heures du matin, bah, on va lui proposer un early check-in. Si le client vient en couple avec un samedi-dimanche, eh ben, on va leur proposer un accueil romantique, etc. Donc on peut vraiment aller adapter de manière automatique les prestations additionnelles proposées au profit du client et au type de réservation. Et si on fait ça bien, eh ben, ça convertit. Donc en fait, là, il y a un vivier de chiffre d'affaires qui est dans bien des cas pas traité, pas exploité. Mais là, la majorité de nos clients génèrent plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois juste en proposant ce type de prestations additionnelles. Donc ça, c'est très opérationnel. Vous voyez, je parle aussi de la fiche de police où on peut remplir pour les clients étrangers toutes les formalités administratives, prendre le numéro de passeport, faire signer la fiche. On peut également intégrer votre plateforme de paiement. Ça peut être DHPay, mais ça peut être d'autres plateformes du marché. On a vu qu'il y avait nos partenaires de l'IRA qui étaient là ce matin. Bah, typiquement, on peut intégrer des solutions de l'IRA à cet endroit-là pour automatiser la préautorisation bancaire ou le paiement pour faire en sorte que toutes ces démarches soient faites avant que le client arrive, pour être capable d'accueillir les clients à la réception sans les importuner avec des aspects un peu administratifs. Mais la dernière chose que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il faut déjà penser fidélisation. À ce moment-là, en fait, qui est très opérationnel, où on va gagner du temps et faire de l'upsell, ce qui est très important, eh ben on réfléchit déjà au coup d'après. Et le coup d'après, ça va être par exemple de poser des questions aux clients.
Et donc la question la plus simple, la plus évidente, mais malheureusement qui n'est pas si courante encore aujourd'hui, c'est de poser la question au client s'il est amené à revenir dans la région. Parce que si le client dit, bah oui, je viens souvent dans la région, évidemment, on pose cette question que si on voit ce client que pour la première fois, hein. C'est là la force d'un outil bien organisé et des données bien propres, c'est qu'on va poser la question de manière pertinente. Donc si le client, c'est la première fois qu'on le voit dans l'hôtel, ça c'est la base de données qui le dit, et qui dit, bah oui, je viens souvent dans la région, et ben en fait, là, on a un client qui est fidélisable. Et là, on a des actions à mener et à la réception humainement et derrière en digital pour essayer de convaincre ce client de revenir. Et si le client dit bah non, je viens très rarement à Lyon, ok, bah c'est ok, on va pas pouvoir le forcer à revenir à Lyon de toute manière. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ce client, au moins, il passe le meilleur séjour possible et qui éventuellement consomme des prestations additionnelles et surtout devienne un ambassadeur. Donc, vous voyez, ce check-in en ligne, c'est bien sûr de l'administration et l'opportunité de faciliter la vie des clients et de faciliter la vie des équipes, mais c'est une super opportunité de collecter des données en vue d'une stratégie de fidélisation long terme. Et c'est toujours ce truc-là que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui, c'est qu'une stratégie de fidélisation, elle est long terme, mais elle peut amener à des bénéfices qui sont très court terme, type les gains de productivité dont je viens de parler et l'upsell. J'avance. Une fois que le client est sur place, on a d'autres opportunités de lui rendre service, d'aller assez devant, de lui proposer des services additionnels. C'est à travers une guest application. Donc une guest app, un composant d'une stratégie CRM et d'une stratégie plus long terme de fidélisation, mais avec une guest app, de la même manière, parce qu'elle est connectée à la base de données, le contenu qui apparaît va être super personnalisé. Et là, on va mixer à la fois des recommandations touristiques, mais aussi les mises en avant des services des hôtels, et toujours de manière personnalisée, contextualisée. Euh, je sais pas, un voyageur d'affaires qui arrive un mardi soir et qui repart un mercredi matin, c'est pas la peine de lui parler du traitement au spa de 3 heures. Il faut peut-être réfléchir à des offres qui sont un peu plus adaptées pour ce type de clients. Voilà. Autre chose là, mais tout ça n'est pas si compliqué à mettre en œuvre et entre autres l'IA aide énormément. Donc tout ça est boosté à l'IA comme on dit, puisque toute la création de contenu, la rédaction du texte, etc., tout ça peut être fait de manière très rapide grâce à des bouts d'IA qui sont intégrés dans toute la plateforme Launcher. Euh, Pareil, personnalisation et adaptation du contenu, tout ça, ça va générer des ventes additionnelles. Je donnais mon exemple du spa, du traitement au spa de 3 heures pour un voyageur d'affaires, ce qui n'est probablement pas très pertinent. Si au contraire on enlève cette offre, on va proposer une offre un peu plus pertinente, pourquoi pas un mini traitement au spa, si on a un spa pour un voyageur d'affaires, mais un traitement un peu rapide de 30 minutes, peut-être que ça marchera mieux. Et ça permettra de vendre une prestation qu'on ne vendait pas autrefois à ce type de clientèle. Maintenant que le client est parti, tout l'enjeu, en particulier si le client a dit qu'il était amené à revenir dans la région ou dans une des régions couvertes par le réseau de l'hôtel, là, tout l'enjeu, ça va être de se rappeler à ses bons souvenirs. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut, dans le commerce, si on veut exister dans l'esprit des clients, il faut se rappeler à leurs bons souvenirs. Leur séjour à l'hôtel, c'est un moment agréable, mais un moment parmi tant d'autres. Et donc tout l'enjeu, c'est de reconquérir les clients. Mais pour que ce soit efficace, il faut faire ça, moi j'aime bien dire, de manière vraiment chirurgicale. C'est-à-dire que faire un email que j'envoie à toute ma base client et qui essaye d'avoir un message qui convient à toute ma base client, en fait, c'est mission impossible. Donc le message qu'on va faire, il va être très diffus, très basique, et il ne va pas être aussi efficace qu'un message qui aurait été super pertinent par rapport au profil de chacun. Ce qu'on nous permet maintenant avec une solution CRM bien intégrée comme ça, c'est qu'on a pu créer les segments. Donc en fait, définir ma liste de diffusion, c'est automatique, ce sont ces fameux segments. Donc là, il y a beaucoup de temps gagné.
Et puis, faire la newsletter, ben, ça aussi, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques temps. D'abord parce qu'on fournit plein de templates pour éviter le syndrome de la page blanche, mais aussi parce qu'à nouveau, l'IA rend service ici. Et donc, vous pouvez en quelques mots dire au système, fais-moi une newsletter que je vais envoyer à tous mes clients de région parisienne pour leur parler de l'ouverture de mes réservations pour la saison hiver. Ben, ce type de message, il peut, enfin ce prompt, comme on dit, il va automatiquement et en 20 secondes aller créer un draft de newsletter qui va être adapté et qui va prendre en compte toutes les caractéristiques de votre hôtel et des quelques instructions que vous avez données. Et donc aujourd'hui, créer une newsletter comme ça, très chirurgicale, très ciblée, donc qui va convertir un maximum, ça prend plus que quelques minutes, quand il y a encore quelques temps, ça prenait quelques heures, ou quelques jours dans les cas les pires. Donc aujourd'hui, il y a des outils disponibles pour justement, grâce à ces données clients boostées avec de l'IA, faire des actions de reconquête client qui soient ultra efficaces. Mathieu, est-ce qu'on peut faire un petit laïus sur, du moins une petite parenthèse sur l'IA? Tu as commencé à bien en parler. Aujourd'hui, ça prend une place quand même prépondérante dans tous les secteurs d'activité et ça en prendra forcément un moment ou un autre dans l'hôtellerie. Est-ce que tu penses ou comment aujourd'hui les hôtels devraient l'utiliser pour optimiser, que ça soit leur satisfaction, leur fidélisation ou peut-être un autre aspect de leur distribution, leur commercialisation en ligne? Est-ce que tu as des idées, des pistes d'exploitation qu'on pourrait partager, des petits tips? Bon, t'es un peu vache, Sofiane, parce que là, tu me lances sur un, moi qui suis bavard, tu me lances sur un vaste sujet. Mais Euh, moi aussi, on pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, je pense que un ou deux tips très brièvement, il n'y a pas de questions, donc j'en profite aussi et je me dis, on a la ouais. chance de t'avoir et donc ça serait cool. Moi, je pense que il faut utiliser l'IA dans toutes ces tâches. L'IA, il faut voir ça comme le Microsoft Word des gens qui travaillaient à la machine à écrire. C'est un super outil pour gagner du temps. Et donc, en fait, la réalité, c'est qu'on va recevoir, pour parler, reprendre ce que j'ai en train de dire, on commence à recevoir des newsletters, au-delà de l'hôtellerie, dans nos boîtes mail, des newsletters qui sont beaucoup plus pertinentes qu'autrefois. Pourquoi? Parce que les responsables marketing de toutes les marques qu'on fréquente ont ce genre d'outils à disposition et donc arrivent à vraiment envoyer du contenu et des messages qui sont adaptés à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit plus de newsletters, mais on reçoit des newsletters de meilleure qualité. Et donc, typiquement là, l'IA peut aider. L'IA peut aussi aider, effectivement, c'est ce que tu suggérais, pour répondre aux avis, pour vérifier qu'on écrit sans faute d'orthographe. Bah, tout ça, c'est des petites choses qui vont faire gagner quelques minutes, quelques heures par là. Et ce temps gagné, je considère qu'il doit être consacré aux clients et que plus on va aller, plus en fait l'hôtellerie, la restauration vont être des lieux de luxe où on va être capable de parler à des humains parce que ces humains, on les aura libérés de tâches fastidieuses. Donc, moi, je pense que l'IA, il faut s'y mettre à fond, mais pas forcément besoin de former les gens tout azimut. C'est devenu très facile à utiliser. Et puis, il y a de plus en plus d'outils tels que le nôtre ici, mais il y en a d'autres qui incluent des composants d'IA. Donc, en fait, pas besoin de se dire, bon, bah, dans 6 mois, je vais me payer une formation IA pour enfin m'y mettre. Aujourd'hui, tout est à disposition. Moi, je pense au contraire que maintenant que l'IA est partout, on devrait encore plus renforcer la formation sur le comportement humain, le sourire, etc., pour renforcer cette composante, sachant que l'IA, c'est en train de devenir une mécanique qui est disponible partout. Donc moi, je pense que plus l'IA arrive, plus ce sont des opportunités pour les hôtels de renforcer la relation avec leurs clients. Mais je Est-ce ne veux que pas dire qu'il ne faut pas faire d'IA, c'est qu'il faut utiliser l'IA à bon escient. On a fait un super webinaire, pardon, on enverra le lien aussi, il ne faut pas qu'on oublie, bien sûr. avec un de nos clients qu'on a interviewé et qui explique comment il a mis en place l'IA dans son hôtel et comment tous ses réceptionnistes sont le PMS, LandJup, mais surtout ChatGPT ouvert sur leur écran à la réception.
assez Je pense que intéressant, quoi. c'est méga intéressant et il faudra effectivement le partager. Mais pour clôturer, ouais, effectivement, cette petite parenthèse sur l'IA, moi je dis très souvent, et je pense que Mathieu, on est d'accord, on en a souvent parlé, mais l'hôtellerie, ça reste avant tout un métier d'humain. La technologie est là pour vous aider dans votre productivité, dans vos opérations, générer effectivement du chiffre d'affaires sur la top line, optimiser la bottom line avec votre bénéfice à la fin de votre exercice comptable. Mais effectivement, à la base de tout ça, ça reste quand même des êtres humains. À la réception, c'est des êtres humains, le housekeeping, le F&B, que ce soit l'équipe réservation, l'équipe commerciale. Donc, ça reste avant tout un métier d'humain et la technologie est là pour vous aider et vous accompagner dans tout ça. Ouais. Il y avait Je une pense- question là qu'on a loupée quand même euh, Yes. de Alors, Laurent qui dit il y en a deux. est-ce que on peut passer une commande avec le Room Directory? Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Oui, là on peut passer des commandes. Pas besoin d'installer une application pour passer les commandes. Ça peut exister sous la forme d'une application, mais ça existe tout ce dispositif sous forme de web app. Donc il faut juste un téléphone ou un ordinateur, un QR code, une redirection Wi-Fi, un lien dans un texto qui aura été envoyé automatiquement. Et ça va permettre d'arriver dans cet environnement personnalisé où on va pouvoir passer des commandes en un clic. Et potentiellement, je mets toujours quelques réserves, mais potentiellement, cette commande, elle va directement redescendre dans le POS, comme on appelle le système de prise de commande du restaurant, pour essayer d'automatiser le process complètement. J'ai quelques réserves parce que bah, il faut que les outils soient compatibles, etc. Mais avec les outils à peu près récents, ça marche sans trop de difficultés. Il y a aussi une chose dont j'ai oublié de parler, les clients, et je me trompe un peu dans mon ordre, mais les clients, ils peuvent être aussi amenés à poser des questions, à envoyer des SMS, à répondre aux sollicitations, et donc on fournit aussi, et ça fait partie d'un dispositif CRM, un espèce de comptoir de réception étendu avec la possibilité de traiter toutes les demandes clients qui arrivent par tous ces canaux, de les traiter à travers une interface comme ça, ou même à partir d'un téléphone, pour être capable de répondre à tous les clients de manière automatique. Et là aussi, il y a de l'IA maintenant pour que les réponses soient... Alors là, pour les quelques clients existants de LandJob qui sont présents, vous allez voir dans quelques jours, même en bêta si vous le souhaitez, dès maintenant, avoir de l'IA qui va répondre, qui va suggérer des réponses aux clients pour vous faire gagner du temps. Il nous reste 5 minutes, Voilà, Mathieu, avant la session de questions-réponses. ouais, je voulais terminer sur ces aspects très séjour. Donc, on a vu le fait que bah, en pré-séjour, on va collecter des données intéressantes tout en essayant de proposer des services additionnels aux clients. Pendant le séjour, toujours avec ces mêmes données, on va pouvoir interagir avec les clients par de la messagerie, par une guest app. En fin de séjour, on peut envoyer des newsletters pour se rappeler au bon souvenir des clients, mais ça de manière de plus en plus chirurgicale et sans trop d'efforts. Euh, la finalité de tout ça, c'est justement ce dont on parle depuis le début, c'est que les clients réservent à nouveau et reviennent, soit dans l'établissement, soit dans un des établissements du groupe. Et pour qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent en direct, parce que le drame absolu, ça serait que les clients reviennent, et ça on le voit hein, malheureusement des fois, mais ça serait que les clients reviennent régulièrement, tous les mois, en réservant par un OTA. Donc, il faut qu'on arrive à déjouer ce cas de figure et à faire en sorte que les clients reviennent et reviennent en direct. Et pour qu'un client revienne, il ne faut pas forcément lui faire des promotions. Alors ça peut arriver, mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément le critère déterminant. Typiquement, un voyageur d'affaires, le fait de revenir, c'est pas parce qu'il va pas revenir dans l'hôtel parce que c'est 5% moins cher. Dans l'absolu, ça passe en note de frais, donc c'est pas un critère déterminant. Ce qui va faire qu'il revient dans l'hôtel, c'est qu'il trouve que dans cet hôtel, il est bien servi, il est reconnu, qu'il a peut-être des petits avantages, qu'il peut arriver un peu plus tôt le matin, laisser sa valise, peut-être même qu'il a un verre offert au bar, ça, ce verre offert au bar, il peut pas le passer. Enfin, ce verre qu'il a envie de se boire en fin de journée, il ne peut pas le passer en note de frais. Donc, pour le coup, s'il est offert, ça lui rend service et c'est un avantage personnel. Donc,
Programme de fidélité, ça ne veut pas forcément dire faire des promos à gogo aux clients. Ça peut être des promotions, mais ce n'est pas que des promotions. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de donner l'impression, le sentiment euh, aux clients qu'ils sont reconnus et faire en sorte, et c'est l'autre chose, c'est qu'ils puissent re-réserver très facilement. Donc là, ce que je vous présente là, c'est des choses qu'on a développées dernièrement avec nos collègues de The pour créer un environnement privé, un espace privé qui peut s'afficher sur le site web de l'hôtel, très simplement, dans lequel le client va retrouver toutes ses réservations passées et à venir. Éventuellement, il y trouvera son statut de fidélité si l'hôtel a décidé de mettre en place une notion de programme de fidélité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et donc là, bah, l'hôtel est capable de dire, moi, je crée un programme de fidélité sur mesure pour ma clientèle avec différents statuts et les statuts sont définis par l'hôtel, évidemment. C'est pas nous qui imposons quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose et c'est une des nouveautés qu'on voulait présenter aujourd'hui, qui est un peu l'aboutissement de tout le travail dont je viens de parler. Et au bout de ça, au bout de ce compte client, bah, on va permettre au client de, bien sûr, si le client a un certain statut, il aura accès à des services, ça va pouvoir automatiser, on revient toujours euh, à cette communication client, on va pouvoir envoyer des messages qui soient adaptés. Je sais pas si là, dans mon exemple, le client a le statut Gold, alors il a le droit à une place de parking gratuite dans l'hôtel. C'est rien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ce genre de messages, ils vont être envoyés de manière automatisée et adaptée. Mais pour moi, l'objectif ultime, et c'est là où il y a vraiment une logique à travailler la fidélité et avec un fournisseur qui a cette vision d'ensemble, tel que The séquence publicitaire, c'est qu'on peut faire en sorte que la nouvelle réservation se fasse en un clic. Donc en fait, quand je suis dans mon espace privé ici et que je clique réserver mon prochain séjour, j'ouvre mon moteur de réservation, mais je suis déjà identifié sur le moteur de réservation. Donc automatiquement, j'ai les tarifs membres adaptés qui apparaissent, s'il y a des tarifs spécifiques, ou les services spécifiques qui ont été conçus ou qui ont été accordés aux clients qui ont tel ou tel statut. Tout ça va être pré-rempli pour que ma nouvelle réservation se fasse, peut-être pas en un clic, mais en trois ou quatre clics. Et donc l'idée là, c'est de faire en sorte qu'un client qui souhaite re-réserver dans l'établissement, il puisse le faire de manière ultra simple et que ne viennent pas à l'idée d'aller réserver par un outil quelconque. Et donc c'est un peu là-dessus que je voulais terminer dans cette présentation, c'est que vous voyez, la fidélité, ça se pense dès le début, avant même le séjour, quand on va commencer à poser des questions aux clients, et ça doit aller dans un dispositif qui s'intègre avec les moteurs de réservation pour faire en sorte qu'un client qui souhaite re-réserver, ben, il puisse re-réserver extrêmement facilement, éventuellement avec des réductions, mais pas forcément. Ça peut aussi être à nouveau des avantages. Je pense à des hôtels à Paris donc qui donnent la possibilité, bon, en ville, mais je pense à un client que j'avais vu l'autre jour à Paris, qui donne la possibilité à ses clients fidèles de laisser des choses à l'hôtel d'un séjour à l'autre, typiquement de laisser des chaussures de sport, évidemment de laisser de la valise le matin avant que la chambre soit prête. Un autre client à la montagne, lui, permet à ses clients, il n'y a pas, même chez le client auquel je pense, là, à la montagne, un petit groupe de 3 hôtels, ils n'ont pas mis encore de programme de fidélité tel que je vous le montre, avec ces notions de statut, mais ils ont déjà la fidélité dans la peau, et l'exemple que je vais vous donner, c'est qu'ils proposent à leurs clients, s'ils le souhaitent, de laisser leur ski à l'hôtel. Et donc, en fait, ça, c'est génial pour les clients qui vont régulièrement au ski. Ils ont pas mal de clients du bassin lyonnais. Donc, ils ont des clients qui viennent pour le week-end. Et ben, ces clients qui viennent régulièrement, ils n'ont pas besoin de se trimballer leur ski à chaque fois. Leurs skis sont stockés à l'hôtel gratuitement. Ça ne coûte rien à l'hôtel de faire ça, comme garder des paires des chaussures de running dans des hôtels en ville. Ça coûte à peu près rien à faire. Et c'est un avantage personnel très fort qui va faire en sorte qu'à choisir le client, les clients iront plutôt dans cet hôtel que dans un hôtel lambda. Donc la fidélisation, c'est ça aussi, et ce n'est pas que des réductions, mais ça peut être des choses très, très simples comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc,
suis probablement un peu biaisé, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut maximiser la rentabilité de son établissement, il faut maximiser le nombre de clients fidèles parce qu'ils coûtent moins cher. Et en plus de ça, ils ont plein d'autres bonnes vertus pour les revenus managers. Deux, si on veut fidéliser les clients, il suffit pas de le dire, c'est un processus un peu long terme et tout ça repose sur la donnée. Donc, si on veut fidéliser les clients, on veut d'abord connaître ses clients et puis ensuite aller personnaliser ce qu'on fait avec ses clients, ce qu'on propose à ses clients, ce qu'on dit à ses clients. Donc, pour ça, il faut un outil pour maîtriser la donnée client, pour collecter la donnée, nettoyer, structurer la donnée client et faire en sorte que ces clients ils se sentent reconnus, que ce ne soit pas juste des numéros. Et la troisième chose, si on arrive à avoir de la donnée bien propre, on va pouvoir automatiser de nombreuses tâches. Et ça va générer des bénéfices très court terme. Quand je disais la fidélité, c'est moyen ou long terme. Euh, les bénéfices qui découlent de la bonne gestion de la donnée et de la mise en place d'un dispositif CRM, comme on vient de le montrer, ça va aussi vous générer des bénéfices très court terme en termes d'upsell, en termes de temps gagné pour vos équipes et en termes de réputation pour votre établissement. Donc il y a des bénéfices court terme et des bénéfices moyen terme qui sont plutôt liés à la fidélité. Merci Voilà Mathieu. ce que je voulais raconter aujourd'hui en express. On a une question en suspens, du coup, de Cécilia, Mathieu, si tu veux bien. Donc, Ouais. vous avez évoqué le fait d'avoir plusieurs PMS pour le cas des chaînes hôtelières, mais c'est également possible si on utilise un RMS, donc un Revenue Management System, un Channel Manager et d'autres logiciels de réservation, restaurants, spas, séminaires, entre parenthèses. Est-il possible de faire remonter les infos de chacun de ces outils sur LoungeUp? Donc, je pense qu'il s'agit effectivement d'un point de vue connectivité et collection de data. Comment LoungeUp aujourd'hui va récupérer les informations à propos des coordonnées des voyageurs sur LoungeUp? Depuis le PMS, depuis The depuis les différents partenaires au niveau du spa et du restaurant, par exemple. Ouais, très bonne question. Alors, première chose, il y a quand même énormément de données existantes dans les PMS qui ne sont pas, qui nous semblent assez exploitées. Donc, il y a quand même une source principale de données, notamment quand on gère un hôtel, hein, qui est les données qui sont les données du PMS. Première chose. On peut récupérer des données d'outils tiers, type les données du spa ou du restaurant. On peut aussi intégrer des bases de données externes qui pourraient exister par ailleurs. Attention, il y a quand même des règles à respecter, du moins en Europe, avec la RGPD. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais potentiellement, on peut quand même utiliser LandJup en l'occurrence pour centraliser toutes les données. Toutes les données dont on parle et qu'on traite bien chez LandJup, c'est les données clients et les données réservation. Donc les données du RMS, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution pour les exploiter parce qu'en fait, les données du RMS, c'est plutôt des données de prix de chambre, mais qui ne sont pas liées à des individus. Donc, les interactions avec les RMS, on est plutôt partenaire avec pas mal d'acteurs dans le domaine, c'est plutôt d'essayer de travailler en commun, d'avoir d'avoir une bonne vision de quelle est sa clientèle pour définir une stratégie de prix qui soit adaptée. Et là, ça nous amène à des discussions très intéressantes avec parfois des intérêts divergents entre le revenu manager qui, lui, veut toujours vendre ses chambres le plus cher possible et l'équipe marketing qui va d'abord se préoccuper de fidéliser les clients. C'est pas blanc ou noir, tout ça doit marcher ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les clients fidèles, peut-être qu'ils payent 5 ou 10% moins cher, mais déjà, ils ont un coût d'acquisition qui est moindre. Donc peut-être qu'il faut mieux un client qui réserve en direct 5 ou 10% moins cher qu'un client qui paye plein pot, mais pour lequel on doit payer 20% de commission. Donc c'est pas si simple. Et c'est là où parfois il faut un peu synchroniser les équipes. Et puis un client fidèle, comme je vous disais, je le redis, c'est super intéressant pour un revenu manager parce que ce client fidèle, il va avoir tendance à réserver plus tôt. Et donc ça aussi, c'est super utile et pour le revenu manager. Donc le RMS et le CRM, c'est des outils qui fonctionnent qui ne sont pas connectés les uns avec les autres, même si on a des discussions mais qui sont un peu en avance de phase avec certains fournisseurs de RMS. Mais l'idée, c'est que grâce au CRM, vous allez pouvoir connaître
votre typologie de clientèle et pouvoir adapter et voir le comportement de ces clients et pouvoir adapter vos offres tarifaires. Et quand on a, et c'est là aussi où il faut penser tout ça comme un tout, on peut commencer à avoir des politiques tarifaires assez agressives avec des prix d'appel assez bas si on sait que ces clients qui ont peut-être acheté une chambre nue pas chère, eh ben derrière, on va pouvoir leur proposer des prestations additionnelles. Donc peut-être qu'on se rattrapera à ce moment-là, par exemple. Ou peut-être que on a une politique un peu agressive pour avoir des prix d'appel très bas, mais et on veut toujours garder des prix d'appel bas visibles sur le site. Donc on sait quels clients sont fidélisables et donc quels clients on va pouvoir de temps en temps upgrader pour libérer des chambres euh, qu'on va pouvoir proposer avec un prix d'appel. Donc CRM, RMS, c'est pas exactement le même type de données que nous traitons. Par contre, c'est deux outils qui doivent être coordonnés au quotidien. Merci Mathieu pour ta réponse. Céciliane, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Parfait, ça semble être très clair. On avait une question de Magali Pascal de l'hôtel Élysée Val d'Europe. Est-ce que LoungeUp est connectable avec tous les PMS, par exemple Infor HMS? Alors, Alors, j'ai la réponse, mais je te laisse répondre plutôt, Mathieu. C'est comme tu veux. Vas-y. écoute, je peux répondre. Donc, on essaye d'être connecté avec tous les PMS, mais c'est jamais terminé. Donc on est connecté avec, en particulier en France, avec la grande majorité des PMS, dont HMS de Infor, avec lequel on a une belle connexion two-ways, même ce que nous appelons advanced two-ways, c'est-à-dire que les paiements qui ont été collectés en pré-séjour vont redescendre dans le PMS pour aller solder la facture de manière automatique. Donc oui, on a une connexion existante avec ce PMS qui fonctionne très bien. Euh, D'une manière générale, en France, on a à peu près tous les PMS. Je ne suis pas à l'abri d'en découvrir encore un nouveau, mais on a à peu près fait le tour maintenant euh, des PMS français. Je fais juste un petit complément, Mathieu, je me permets. Comme sur le site de The et également le site de LoungeUp, vous avez la liste de l'ensemble des partenaires que nous avons la possibilité de connecter, que ce soit donc au niveau des PMS et les diverses partenaires comme sur The les OTA ou les GDS, les RMS, les PMS, mais sur LoungeUp, tous les différents partenaires qui sont possibles. On en Euh, rajoute tous les jours, donc il faut et on pas en être rajoute, combatif pour et on en remonter un rajoute peu. tous les jours. Donc, on les compte par centaines entre The Edge et LoungeUp. Donc J'exagère tous n'hésitez les pas. jours, mais tous les mois, c'est sûr. Ouais. Bonjour Sofiane, sera-t-il possible de revisionner cette session ultérieurement? Elle est-elle enregistrée? Merci beaucoup. Oui, Élise, bonjour Élise, j'espère que vous allez bien. Domaine Riberac, Mathieu, Élise, du coup, dans le sud de la France, super bel établissement. Oui, Élise, la session est enregistrée, elle sera repartagée et rediffusée. Avec grand plaisir. Caroline Demory. Dans une de vos slides, vous parlez du check-in avec 3D Secure, mais est-elle utile d'avoir DHP alors? Ouais. Mathieu, Alors en fait, je te laisse. ouais, je peux répondre. Donc oui, cette pré-auto ou ce paiement, il peut et on recommande qu'il soit en 3D Secure. Donc comme ça, il n'y a pas de contestation possible. Et nous, l'Anjup, on ne propose pas particulièrement une solution de paiement, on va s'intégrer avec vos solutions existantes. Donc typiquement, si vous avez DHPay, c'est génial parce qu'on est intégré avec DHPay, donc on pourra inclure DHPay à cette étape du parcours. Mais on travaille aussi avec quelques autres solutions. On est connecté à une dizaine de plateformes de paiement. Et maintenant, on a une préférence pour DHPay parce que c'est nos voisins de bureau, mais on n'est pas, ça c'est l'esprit un peu général de DH, on est plutôt ouvert sur tout l'écosystème. Et donc, si pour plein de raisons, vous préférez utiliser une autre solution, il y a des grandes chances que ce soit compatible également. On arrive à Jen, par exemple. Adyen, par exemple, oui, Oui. par exemple. Absolument. Ça marche très bien avec Adyen. Euh, et dans le combo idéal, vous avez Adyen et un PMS
type HMS dont on parlait, bon, pour donner quelques noms, type Opera, par exemple, Les dialogues. Medialog, enfin voilà, un certain nombre de PMS avec lesquels on peut redescendre le paiement automatiquement dans le PMS. Donc on évite des manipulations pour les équipes et on évite aussi, enfin on fait gagner du temps à l'arrivée pour vos clients. Donc, oui, ça marche super bien avec Adyen, par exemple. On arrive au bout de l'heure, Mathieu. Je ne sais pas si tu voulais conclure par une dernière slide. Ah, il y a une question de Lucille. Pourra-t-on visualiser le webinaire sur cet hôtel qui est connecté à l'IA, s'il vous plaît? Oui, Lucille, je me chargerai du coup de vous envoyer le lien et on vous mettra effectivement les deux rediffusions de ce webinaire de celui de l'hôtelier avec l'exemple d'IA. Pouvez-vous rappeler où l'on peut trouver la hop, PMS. chronologie de PMS connecté? Alors, je vous mets le lien du site directement hop, dans le chat, je me permets. Et vous avez ici normalement l'ensemble des partenaires. Vous pouvez trier PMS, PSP et ainsi de suite. Juste pour finir, enfin, on peut continuer à répondre aux questions, mais on arrive au bout de l'heure. Juste, je voulais dire qu'avec Sofiane et son équipe, euh, on a mis en place une offre spéciale pour les clients, normalement pour les clients d'Edge, mais normalement ça fait partie c'est des gens qui ont été invités aujourd'hui à ce webinaire. Une offre spéciale avec des réductions significatives sur les frais de mise en œuvre de la solution. En fait, ce que je voulais dire au-delà de ça, donc il y a une réduction possible si vous décidez rapidement, enfin d'ici la fin du mois. Mais le truc le plus important, c'est que mettre en place la solution que je vous ai présentée, ça peut aller extrêmement vite. Et donc potentiellement, on peut encore, si on se lance là dans les jours qui viennent, on peut être prêt d'ici le mois de juillet pour que vous puissiez commencer, comme je vous disais, à structurer votre base, collecter de la donnée, faire de l'upsell et à moyen terme, commencer à vous constituer une base de clients fidèles. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre très rapidement et ça peut potentiellement marcher d'ici le mois de juillet. Donc si ça vous intéresse, soit vous faites un mail à cette adresse, soit vous contactez votre interlocuteur habituel chez The Edge qui pourront vous faire ces propositions. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, c'est Noël au mois de juin. Et c'est valable jusqu'au mois de juin, fin du mois. Merci beaucoup. C'était un plaisir de se passer ce moment avec toi. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur la fidélisation, les enjeux et les impacts concrets que ça peut avoir sur votre activité, que ce soit d'un point de vue productivité, mais aussi d'un point de vue financier, puisqu'on est quand même là pour gagner de l'argent. Mathieu, je te laisse peut-être le mot de la fin pour terminer. Bah écoutez, merci Sofiane, merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. À nouveau, faut pas se faire des montagnes de tout ça. Aujourd'hui, la techno est bien éprouvée, c'est simple à mettre en place. Donc, moi, je pense qu'il faut pas trop attendre. Je suis évidemment biaisé, mais je pense qu'on peut vraiment, il y a vraiment un vivier de profitabilité à aller chercher qui est encore largement sous-exploité dans l'industrie, alors même que ce n'est plus si compliqué. Donc, allons-y. À bientôt. Salut. À Bonne bientôt. journée à tous. Merci beaucoup.